En fait, c'est un sujet sur lequel je réfléchissais depuis le début de l'année. Je Mhm, voulais même faire une vidéo sur euh, comment planifier l'année, être plus proactif, mhm, mais aussi euh, comment booster sa productivité. C'est un mhm. sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc, quand tu en as parlé, j'ai eu l'impression que c'était un peu comme une sorte de télépathie qu'on a eue. On a Mhm. pensé en même temps. Ouais, parce que j'étais en train de réfléchir, je me suis dit, les années passent tout le temps, les gens ont toujours des objectifs, des résolutions, mais après, à la fin de l'année, c'est les mêmes choses. J'ai essayé de penser à comment avoir une approche un peu différente, euh, que ce qu'on a déjà fait ce qu'on fait toujours, et voir comment est-ce que ça va avancer. Donc, on a décidé d'amener 5 choses pour avoir une année différente, une année de légende. Alors, on va échanger. Peut-être que on va avoir les mêmes choses, les mêmes points, mais on va Ouais. discuter tour à tour. Donc, toi, qu'est-ce que tu as comme premier point? Vas-y, à toi l'honneur. Bon, merci pour cette invitation, David. Le premier point, c'est d'ignorer complètement la planification annuelle. Et Ça, c'est radical. oui, ignorer complètement. Tu sais, on commence une année, on fait un plan par mois, et puis à la fin, quand on arrive à février, on oublie complètement. Et puis il y a d'autres choses qui arrivent. Par exemple, moi qui suis dans la formation, je peux planifier des dates, je peux mettre des dates de formation, et puis après ça change. Donc, à la fin de l'année, tu te rends compte que tu n'as pas réalisé tout ce que tu as prévu de faire. Donc, ce que je propose comme alternative, j'ai fait une recherche sur ça, j'ai regardé un peu ce que les autres font et j'ai commencé à appliquer ça moi-même, plutôt des planifications trimestrielles. Au lieu de faire une planification annuelle, tu fais quelque Mhm. chose de plus gérable. Tu planifies ton mois, mais tu le planifies pas n'importe comment. Tu le planifies en tenant compte des aspects de ta vie qui sont importants pour toi. Par exemple, le travail, la famille, les relations, surtout la santé. Moi, j'ai pris 3 choses. Le travail, les relations et la santé. Donc, euh, pour le trimestre, je me dis, OK, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est important pour ma santé? Qu'est-ce qui est important pour mes relations? Et qu'est-ce qui est important pour mon travail? Et chaque aspect est subdivisé par plusieurs sous-aspects. Par exemple, ce qui concerne le travail, si tu as une entreprise, pour moi, c'est la croissance de l'entreprise et puis le chiffre d'affaires. Donc, je me dis, OK, pour le travail, qu'est-ce que je fais ce mois? Pardon, qu'est-ce que je fais ce trimestre? Et quel est le chiffre d'affaires que je compte avoir? Donc, je me focalise vraiment sur le mois. Pour la famille, bon, d'abord, pour la santé, je me dis, OK, j'ai besoin de quoi pour être en bonne santé? J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin d'être en bonne santé émotionnelle, mentale, spirituelle, physique. Donc, je décide de prioriser les choses qui vont faire en sorte que je sois en bonne santé. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant. C'est le premier point. Ignorer complètement la planification annuelle et se focaliser sur la planification trimestrielle. Ouais, tu es revenu. Donc, il faut oublier la planification annuelle, se concentrer plutôt à la planification trimestrielle, parce que tu penses que ça te permet de mieux évaluer les résultats dans 3 mois et que tu peux pivoter, tu peux changer avant d'attendre la fin de l'année pour faire la réévaluation. C'est dans Oui, cette perspective-là. je pense que c'est plus gérable. C'est plus gérable parce que euh, on peut être trop ambitieux en faisant une planification. Mais Mhm. quand on fixe ça à 90 jours, on sait que dans notre tête, dans 90 jours, voilà ce que je compte faire. Si par exemple, je compte avoir un corps de rêve en 90 jours, je Mhm. connais plus ou moins les questions que je vais poser tous les jours. Parce que dans ma tête, je me dis, voilà, mes objectifs dans 90 jours, c'est de Mhm. perdre par exemple tel poids. Par Mhm. exemple, je perds 10 kilos. Comment je fais pour y arriver? Je vais 2 fois par semaine en salle, je mange telle nourriture, je sais plus ou moins les actions. Ça va être plus difficile de planifier ça sur une année. Mais en 90 jours, on sait que on peut suivre ça, on peut se donner la discipline pour y arriver. Donc, Mhm. on fait complètement la planification annuelle et on se focalise sur la planification trimestrielle. J'aime ça parce que ça crée un sens d'urgence. Mm. Parce que après, tu t'es dit, quand j'ai une année pour accomplir des objectifs, tu as l'impression d'avoir le temps de le faire. Parce que quand tu es encore en janvier, tu as l'impression d'avoir le temps. Tu t'es dit, bah, si je fais rien en janvier, je
peux me rattraper en février, en mars, etc. Mais dire que, OK, j'ai 3 mois pour accomplir tels objectifs, ça crée un sens d'urgence. Ça crée aussi un sens euh, d'action parce que comme tu as 3 mois, c'est un peu limité. Tu t'es dit, tu dois accomplir plus d'actions pour atteindre cet objectif-là. J'aime bien. Moi, ce que j'avais en premier, c'était les ménages. Ménage. Les ménages. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est d'abord, en anglais, decluttering. Donc, ça veut dire essayer un peu de faire le ménage autour de soi. Avoir un environnement propre, un environnement bien, déjà, ça crée un message intérieurement, inconsciemment en toi. Et c'est très important. La recherche démontre que avoir un environnement propre, par exemple, si ton bureau, la table de ton bureau est propre, ça te rend déjà plus productif. Et j'ai pensé à ça. D'abord, par exemple, on a des habits qu'on ne porte pas. On a des habits que ça fait 6 mois qu'on ne porte pas, mais qui sont dans nos garde-robes, qui ne servent à rien. Donc, le ménage, c'est d'éliminer ces habits-là, de donner à la charité, par exemple. Si tu vois les CEO comme de Mark Zuckerberg, par exemple, là, c'est maintenant qu'il commence un peu à changer. Mais avant, tu verras que il porte le même vêtement tout le jour parce que ça lui permet d'éliminer un peu les décisions qu'il doit prendre tout le matin. Quand tu as une grande garde-robe, tu te poses la question, qu'est-ce que je dois porter aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois porter demain, par exemple? Et cet espace-là, où tu n'as pas à décider, ça te donne de l'espace pour créer, pour réfléchir à d'autres choses. Et c'est très important de faire ces ménages-là d'abord, un par sa garde-robe. Chacun de nous, on a des habits, par exemple, qu'on n'a pas portés il y a 6 mois. Mais pourquoi on les garde? Ça crée juste de l'espace. Quand on vient, on doit chercher un vêtement à porter. Tous ces habits-là qu'on ne porte pas entrent encore dans la décision et ça nous ralentit le temps des décisions. Donc, ça. Et deuxièmement, c'est notre espace de travail. Il faut essayer de créer un espace de travail qui est propre, un bureau où tu as tout ce que tu as besoin pour accomplir ta tâche, par exemple, et éliminer les distractions, par exemple, sur son espace de travail. Un espace de travail clean où tu as tout ce dont tu as besoin et moins de distractions. Et aussi le ménage avec nos emails et nos subscriptions. C'est-à-dire, on a des emails qu'on ne lit pas. Et moi, j'ai vu, il y a un ami, même moi-même personnellement, il y a des moments où j'ai 200 emails non lus. Et je me demande, si je ne lis pas ces emails, est-ce que j'ai vraiment besoin que ces emails continuent à arriver sur ma boîte? Donc, c'est très important de essayer de faire ces ménages-là aussi, de supprimer tous les emails qu'on n'a pas besoin et toutes les subscriptions, par exemple. J'ai un ami qui reçoit des notifications Facebook dans son email. Je me dis, mais tu vas déjà sur Facebook où tu vois des notifications. Pourquoi tu dois recevoir des notifications encore sur tes emails? Ça ne fait que grandir tes emails et c'est facile que tu puisses rater un email important. C'est-à-dire, un objectif déjà qu'il faut prendre, c'est ces ménages-là, des emails que tu ne lis pas, les supprimer. Les newsletters où tu es souscrit, mais tu ne lis pas ces emails-là. Il faut c'est quoi? Quel est le mot en français? To unsubscribe. Pardon? De désabonner. Ouais, c'est désabonner. Il faut se désabonner. Dire que cet espace-là, quand c'est clean, ça envoie un message intérieurement, inconsciemment, que tu es sur une bonne voie. Et c'est très important. Par exemple, ici, on a des souscriptions. Parfois, je me réveille le matin, je vois que l'argent est parti sur mon compte en banque. Il y a une souscription que j'ai eue avec un site où j'étais juste en train d'essayer pendant 7 jours et j'ai oublié et je commence à payer un membership. Tu te rends compte après un temps que j'ai déjà perdu beaucoup d'argent sur une application que je n'utilise même pas. Tu vois? Et c'est très important de faire ce sont des petites choses qu'on fait, mais ça nous donne un sentiment d'accomplissement, qu'on a accompli quelque chose, et c'est ces sentiments-là qui nous fait voir que nous sommes en train d'avancer quand même dans l'année, nous sommes en train de faire certaines choses. Donc, le ménage, les vêtements qu'on ne porte plus, son espace de travail, les emails et les applications qu'on n'utilise pas. Voilà, ça c'est une des choses qu'on peut faire pour avoir une année intéressante 2025. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, je pense que c'est une très bonne idée, hein. Decluttering le ménage dans notre espace de travail virtuel ou physique. Mhm. C'est important. Faire le ménage aussi autour de soi par rapport aux amis. Aux personnes, je pense que il faut choisir parce que l'un des aspects importants pour atteindre notre objectif, c'est les gens qui nous entourent. Je pense pour compléter à ce que tu viens de dire, j'aime beaucoup cette idée de faire le ménage et personnellement, je me suis rendu compte que chaque fois que mon bureau n'est pas bien rangé, je suis pas très productif. Quand Mhm. l'espace est clean, mentalement, je me sens vraiment productif. Je me Mhm. sens prêt à avancer dans mes objectifs. Quand ma table est, par exemple, bien rangée, il n'y a pas beaucoup de choses sur la table, ça me permet de penser que je Imagine, serai. imagine que tu es sur ton navigateur et tu as 15 ou 20 tabs open sur ton navigateur. Tu es sur Google Chrome, par exemple, ou sur Firefox et tu as, euh, en fonction, on appelle ça quoi, les tabs là. Tu as tous, Ils sont anglais. tu as des onglets, tu as 15, 20 onglets ouverts. Ouais. C'est-à-dire que tu es en train de diminuer ta productivité parce que tu ne sais pas vraiment te concentrer. Et c'est la même Ouais. chose quand ton espace de travail est en désordre, tu ne sais pas trouver ce dont tu as besoin. J'avais un ami qui était comptable à l'ambassade d'Angola à Kinshasa. Il avait la table la plus désorganisée que je n'ai jamais vue. Et une fois, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux pas faire le ménage? Il dit, non, 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 non. Si je fais le ménage ici, c'est fini, je suis cuit. Parce que avec ces désordres, je sais exactement où se trouve chaque chose. Peut-être que ça marche pour lui. Donc, je sais pas. Mais la recherche démontre que avoir un espace clean nous rend un peu plus productifs. C'est comme quand tu rentres à la maison, par exemple, tu trouves la maison en désordre. Tu rentres du travail et tu arrives à la maison, tu trouves ta maison en désordre. Tu vois? Alors que, imagine que tu rentres du travail, tu trouves la maison, elle est propre, ton lit est bien fait, les assiettes sont propres, la cuisine, elle est propre. Ça te donne un autre sentiment, un sentiment d'accomplissement. Et c'est sans ces petites choses inconsciemment qui nous fait avancer. Mais j'aime aussi le point ce que tu as dit par rapport au ménage des amis. Donc, on doit ajouter ça aussi, ménage des amis. Ça veut dire, essaie de voir tous ceux qui sont tout autour de toi. Qui sont les personnes qui t'aident à avancer? Qui sont les personnes qui soutiennent tes visions, par exemple? Et c'est très important même dans les relations amoureuses. On ne peut pas être dans une relation avec une personne qui ne nous fait pas avancer, qui ne nous pousse pas à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est très important de faire ces ménages-là, de couper des amis et de chercher d'autres amis. Comme Jim Rohn dit, on est la moyenne des 5 personnes qui sont tout autour de nous. Ça veut dire que si tu veux aller loin, tu veux atteindre certains objectifs, certains niveaux dans la vie, il faut t'entourer des gens qui sont là où tu veux aller. De cette façon-là, si tu deviens la moyenne de ces personnes-là, tu es déjà quand même avancé. Donc, c'est un point très important. J'aime ça. Oui, oui, faire le ménage, c'est très important. Le point lequel je réfléchissais qui est comme un peu une suite logique de faire le ménage, c'est faire ce qu'on appelle les focus logs. Focus C'est-à-dire, log. Ça c'est ton point 2. Ça, c'est ton oui, deuxième point. c'est mon Hum, deuxième point. Bon, c'est un peu la suite logique. hum, Parce que bon, j'ai aimé le fait que tu as parlé d'éviter d'ouvrir beaucoup d'onglets quand tu travailles dans un ordinateur. Focus logs consiste à créer un temps, décider sur un temps où tu vas te focaliser sur une action importante. Par exemple, moi, j'ai commencé à faire, si j'ai une formation, par exemple, à suivre, parce que je continue à me former aussi, je me dis entre 8 heures et 9 heures, je sais que j'ai pas beaucoup de réunions. Ce temps-là, il est consacré à faire cette formation. Donc, je me défais de toutes sortes d'interruptions qu'il peut avoir. Je mets mon téléphone en mode avion et je réponds pas aux emails. J'évite le multitasking au maximum et puis je me focalise sur une action pendant un temps assez gérable. Bon, il faut décider sur le temps parce que certaines personnes ont d'un certain temps qui peuvent plus se focaliser sur une seule tâche. Et donc, ça dépendra de ce que tu fais dans la vie. Tu choisis un temps, matin ou le soir. Il y a des gens qui sont plus euh, à l'aise de travailler le soir, d'autres sont plus à l'aise de travailler le matin. Tu peux utiliser ça comme tu veux.
mais tu choisis un focus log. Si par exemple tu écris un livre, tu sais, écrire un livre, c'est un projet qui demande beaucoup de concentration. Si tu es distrait dans le processus, tu risques de ne pas atteindre ton objectif. Et donc, OK, entre minuit et 1 heure du matin, c'est mon focus log où je vais vraiment suivre l'écriture de mon livre. Donc, et puis je suis ça pour que ça soit efficace. J'aime ça parce que c'est dans le domaine du temps. On a tous 24 heures dans la vie, mais il y a ceux-là qui gagnent des millions, des milliards avec les 24 heures. Je vois parfois les gens disent, voilà, ça c'est de routine des milliardaires. Les milliardaires se réveillent à 5 heures ou se réveillent à 6 heures. Mais tout cela n'est pas important. Tu peux te réveiller à 10 heures. Mais si tu as les temps, tu as les focus log, tu l'as dit, tu as 2 heures, 4 heures où tu es focus en train de travailler sans distraction sur un de tes projets, sur un de tes objectifs. À la fin de l'année, si tu le fais chaque jour, à la fin de l'année, tu auras des heures de travail à démontrer par rapport à ce que tu es en train de faire. Donc, c'est pas important de se réveiller à 4 heures ou à 5 heures. Oui, c'est vrai que tu te réveilles à 5 heures ou à 6 heures, tu as un peu plus de temps parce que c'est un peu plus calme. Certaines personnes dorment encore, tu as le temps peut-être d'être focus sur un projet. Surtout, vous les parents, par exemple, les bébés dorment à 6 heures, à 5 heures, ça te donne le temps peut-être de travailler. Mais peu importe le temps que tu te réveilles, si chaque jour, tu as cette habitude, cette discipline de te donner 1 heure, 2 heures à être focus sur une tâche, à la fin de la semaine, à la fin du mois ou à la fin de l'année, des heures qui comptent pas. Ça. Donc, j'aime bien cet aspect-là. Parce que parfois, les gens te diront, oh, si on avait 25 heures le jour ou si on avait 30 heures. J'ai un ami à moi qui dit toujours ça. Il dit, demande à Dieu de me donner 30 heures par jour. Il dit, non, mais tu ne passes pas 24 heures du temps à faire quelque chose. Il y a des temps où tu es distrait, tu es sur ton téléphone. Avec la distraction qu'on a aujourd'hui, le téléphone, plus d'heures sur le téléphone qu'on passe sur des tâches qui sont vraiment importantes pour notre vie, tu vois. Donc, si tu peux avoir cette discipline de mettre à côté, ne fût-ce qu'une heure où tu travailles sans distraction sur tes projets, à la fin, tu as des heures, beaucoup d'heures investies dans le projet et tu verras les résultats. Donc, j'aime bien ce deuxième point. Moi, le deuxième point que j'avais pour toi, c'est la gratitude. La gratitude. Pourquoi la gratitude? Pourquoi la gratitude? Fait demander. La gratitude dans la vie, simplement. Tu vois, j'ai réalisé que quand on est, comment on dit, quand on est gratitude, quand on est reconnaissant, quand on est reconnaissant, quand on est reconnaissant face de ce qu'on a, c'est vrai, ce n'est pas, en fait, je vais être clair, ce n'est pas que tu dois te contenter de ce que tu as. C'est pas ce que j'essaie de dire. Parce que on n'a pas besoin de se contenter de ce qu'on a. Le fait qu'on a envie de réaliser quelque chose, le fait on manque certaines choses, et c'est un état de création. Parce que tu ne peux pas chercher quelque chose si tu te sens déjà accompli, tu vois. Tu ne peux pas poursuivre un rêve, tu ne peux pas poursuivre un objectif si tu te sens déjà accompli et que tu n'as pas de besoin. Donc, ce n'est pas que tu dois te contenter de ce que tu as, mais tu dois être reconnaissant de ce que tu as, de là où tu es. Et c'est très important parce que la recherche démontre encore que la gratitude, c'est un état qui nous fait avancer vers des objectifs plus vite. Parce que quand on reconnaît ce qu'on a, ça nous permet d'être objectif. C'est dire, oh, voilà ce que j'ai. Peut-être que j'ai une maison et d'autres personnes qui n'ont pas de maison, qui sont dehors. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a certaines choses qui me manquent encore, mais j'ai d'autres choses que beaucoup de gens voudraient avoir. Certains d'entre nous ont la santé. Il y a des gens qui sont milliardaires, mais qui sont malades, tu vois. Il y a des gens que nous pensons ont tout ce que nous voulons avoir, mais qui en réalité cherchent certaines choses que nous avons aussi. Donc, c'est toujours important d'avoir cette gratitude-là d'abord dans la vie, donc envers la vie. Et en deuxième lieu, avoir cette gratitude envers les gens qui sont tout autour de nous, les gens qui nous aident. Nos relations, par exemple, que ce soit des relations amoureuses, c'est toujours important d'être
reconnaissants avec ceux-là qui sont là, peu importe les petites choses ils font pour nous. Je pense que c'est quelque chose que c'est quelque chose que la société est en train d'ignorer de plus en plus parce qu'on veut toujours plus. On veut toujours plus, mais on oublie souvent là où on est, les bonnes choses que nous avons dans la vie. C'est vrai que c'est important de toujours aspirer à des grandes choses, à beaucoup d'autres choses, mais toujours ne pas oublier là où on est. Les gens qui nous ont aidés dans la vie, les gens qui nous ont aidés, les gens qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. Peu importe leur input n'était pas assez, mais si ils nous ont aidés à avancer dans la vie, à être là où nous sommes aujourd'hui, les gens qui nous supportent tout le jour, les gens qui sont là, qui nous préparent la bouffe tout le jour, un aspect de gratitude envers ces personnes-là, c'est très important. J'ai suivi un cours, c'est un cours sur Coursera, c'est un cours sur le bonheur, c'est un cours de Yale University aux États-Unis, c'est un cours en ligne, c'est un cours gratuit d'ailleurs que les gens peuvent suivre, c'est en anglais malheureusement. Mais, bon, pas malheureusement, c'est intéressant parce qu'on peut avoir des sous-titres en français. C'est un cours excellent parce que ça étudie qu'est-ce qui nous rend heureux dans la vie. Qu'est-ce qui nous rend heureux dans la vie? La gratitude, c'est le premier point de bonheur. Parce qu'on ne peut pas être reconnaissant et être misérable au même moment. C'est impossible. Tu peux essayer. C'est impossible d'être reconnaissant et misérable au même moment. À chaque fois que tu es misérable, ça veut dire que tu n'es pas dans une attitude de reconnaissance. Et la reconnaissance nous amène à avancer dans la vie, à atteindre le point que nous voulons atteindre. Je pensais que pour cette année, même si on ne va pas faire d'autres objectifs, on va oublier de planifier l'année comme tu l'as dit. C'est important d'introduire la gratitude dans nos actions, dans notre vie quotidienne, d'introduire la gratitude, nos amis, reconnaissant envers nos amis qui sont là pour nous, qui nous soutiennent toujours, qui nous envoient des messages parfois. Et une bonne chose aussi à faire, c'est peut-être d'écrire des lettres de remerciement. Prends ton téléphone, quelqu'un qui t'a aidé, envoie un message aujourd'hui, un message juste de reconnaissance, c'est-à-dire, je suis reconnaissant de t'avoir dans ma vie, pour ce que tu as fait pour moi, ou et dis-moi comment tu te sens après. Tu vas voir que tu as un feeling qui est vraiment différent. Oui, je voulais juste faire un commentaire sur ce que tu viens de dire. La reconnaissance, avoir une attitude de reconnaissance. C'est vrai que moi, ce que je vais ajouter, c'est que je crois que ça a eu un impact sur la santé mentale. Parce que quand ton état d'esprit est déjà reconnaissant, ça t'attire des choses, ça te donne une certaine tranquillité pour être focus sur certaines choses, mais aussi être dans le contentement sans être dans le contentement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu es dans le contentement pour ce que tu as accompli et ce qui reste à faire, mais tu n'es pas dans le contentement pour dire, OK, j'ai plus rien à faire. Tu vois un peu ce que je veux dire. Ça te donne l'attitude de gratitude, donne cette tranquillité de dire, voilà au moins d'où je suis. Tu regardes un peu en arrière, tu regardes les gens autour de toi, les personnes qui t'ont aidé, les personnes qui te poussent peut-être à avancer vers tes objectifs, tes amis, collègues, peu importe. Ça te donne cette tranquillité d'avoir ces personnes, mais en même temps, ça te fait remettre les pieds sur terre un peu, que tu dises, ah, je ne veux pas être trop ambitieux, mais en même temps, je sais d'où je suis venu. Je suis arrivé jusqu'ici grâce à ça. Je suis reconnaissant pour ça, mais ça m'empêche pas d'avancer dans mes objectifs. Mais en même temps, c'est ça ça te donne un peu comment dire, un état d'esprit qui t'attire des choses. Parce que quand on n'est pas reconnaissant, j'ai l'impression, chaque fois que j'ai pas été reconnaissant pour ce que j'ai, je me suis pas attiré beaucoup de choses, bizarrement. Là, j'ai même évité d'entrer dans le monde, dans la religion, spiritualité, truc. Je voulais juste rester scientifique sur ces domaines-là. Prends un exemple, par exemple, tu as ton enfant ou bien tu as quelqu'un que tu aides, ok? Tu lui donnes quelque chose, mais cette personne-là n'est pas reconnaissant. Qu'est-ce que tu ressens? C'est-à-dire cette personne-là c'est plein seulement, il s'est dit par exemple, ouais, mais ce que tu as fait pour moi, c'était pas grand-chose. Tu n'as plus envie de lui donner. Et en fait, c'est le même concept, la même loi de la nature. Ça veut dire que quand la nature te donne des choses et que tu n'es pas reconnaissant, tu penses que la nature a encore envie de te donner plus. Non, parce que toi, tu ne fais que te plaindre. On va préférer donner à ceux qui sont reconnaissants. Parce que ça donne cette envie.
tu fais un petit rien à quelqu'un et cette personne est très reconnaissante envers toi. Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Ça te donne envie de faire mieux, de faire encore plus pour cette personne. Donc, la gratitude, c'est un point très important que nous devons adopter, nous devons inclure dans notre vie quotidienne. Tu Pourquoi sais, tu rigoles? Non, je rigole parce que je pense à Macron. J'ai entendu ce qu'il apprend. Je ne sais pas si on est autorisé à parler de politique ici. Il a dit quoi? Macron a fait une déclaration récemment parce que certains pays africains ont décidé de retirer les troupes françaises, comme la Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Et Tchad. Mali. Alors, il a dit quelque chose qui m'a fait un peu rire. L'ingratitude est une maladie non transmissible à l'homme. L'ingratitude est une maladie non transmissible. À l'homme, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Non, il voulait dire que les gens sont ingrats, mais malheureusement, cette attitude n'est pas transmissible. Anyway. Donc, les pays francophones ont été ingrats envers la France. On devrait remercier la France pour avoir envoyé les troupes. Les troupes. Mais ça, c'est une parenthèse. Non, quand C'est tu as une parlé... parenthèse. On va pas entrer dedans là, parce qu'on a beaucoup de dire. Il y a à boire et à manger là-dedans. Ouais. Il y a à boire et à manger, donc on va pas entrer là-dedans. Donc, voilà. Donc, nous, c'est plus dans les objectifs de la vie. C'est-à-dire que si tu ne peux rien faire cette année, essaie juste d'être reconnaissant. On te demande pas de te contenter de ce que tu as, mais d'être reconnaissant de ce que tu as. Et tu vas voir comment tu vas attirer plus de choses, parce que tu crées cette énergie tout autour de toi qui fait que tu attires de bonnes choses pour toi. Et c'est quoi ton point 3? Mon point 3, c'est ce qu'on appelle le Morning Manifesto. Le Morning Manifesto consiste juste à dire, OK, je me suis fixé des objectifs trimestriels. Maintenant, je dois me focaliser sur la semaine. Parce que le trimestre est composé, le mois même, il est composé de semaines. Et il y a plusieurs semaines, 12 semaines dans un trimestre. Et donc, le Morning Manifesto, il consiste à se poser juste une question simple. Qu'est-ce que je me suis fixé comme objectif cette semaine? Et où est-ce que j'en suis? Tu vois, c'est un peu comme une introspection. Une question que tu te poses tous les jours pour faire un peu un check. Tu vois, tu check. L'idée ici, c'est vraiment d'être honnête avec soi-même. De dire, OK, je me suis fixé comme objectif d'écrire une page par jour ou une page par semaine pour promouvoir mon business. Faire une newsletter par semaine pour promouvoir mon business. Où est-ce que j'en suis par rapport à cet objectif? Parce qu'on peut oublier facilement. Ou par exemple, je me suis fixé comme objectif d'avoir un rendez-vous avec l'être cher, ma femme ou mon mari ou mon copain, ma copine. Où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Et donc, c'est un peu comme un rappel personnel simple, hein, sans que tu mettes ça dans un système de productivité. Pose-toi juste une question par semaine. Ça te remet un peu sur les rails et ça te rappelle que voilà, il y a des choses importantes que tu dois faire. J'aime ça parce que, regarde, j'ai ce planner, Ouais. High Performance Planner. Ouais. And so, chaque matin, chaque jour, par exemple, tu as cet espace ici. Tu as Morning Mindset. Tu appelles ça le Morning Manifesto. Donc, ça veut dire que chaque matin, chaque jour, la première des choses que tu fais le matin, tu essaies d'évaluer où est-ce que tu es. Et ça, c'est la nuit, Evening Journal. Et la nuit, tu essayes d'évaluer ce que tu as fait le jour. Je sais que c'est pas très facile pour tout le monde, mais de le faire par jour, parce qu'à la fin aussi, tu peux le faire par semaine. À la fin, il y a aussi la semaine, tu vas évaluer toute la semaine. Et à la fin du mois, il y a aussi l'évaluation du mois. Tu vois, cette approche-là te garde sur terre par rapport à tes objectifs. Tu sais, chaque jour, et tu sais, oh, je n'ai pas beaucoup avancé aujourd'hui ou cette semaine. Voilà, je vais quand même essayer de me rattraper. J'aime ces points-là. J'aime ça, cette façon de faire. Alternativement, si tu n'as pas la discipline de le faire personnellement, tu peux chercher un partenaire ou une partenaire de responsabilisation. Ça peut être justement ta partenaire de vie ou ton partenaire de vie qui va tu l'impliques dans cette dynamique pour qu'elle te rappelle ou qu'il te rappelle, voilà, c'est quoi que tu t'es fixé comme objectif cette semaine et où est-ce que tu en es. Si tu es d'accord. Beaucoup de gens ne sont pas très à l'aise avec ça. Ils préfèrent non, mais on a toujours besoin de cette personne-là
comment on appelle ça, cette personne qui te tient à l'œil, tu vois. Parfois, on a des objectifs à faire dans la vie. Si on a quelqu'un qui nous pousse, quelqu'un qui nous rappelle ce qu'on a dit qu'on devait faire, c'est toujours bien. Ça peut aller de tous les deux côtés. Ça veut dire que toi, tu veilles sur la personne par rapport à leurs objectifs et cette personne veille sur toi par rapport à tes objectifs. C'est juste une façon de te rappeler ce que tu dois faire. Ce que tu avais dit que tu devais faire. C'est pas pour te forcer à faire ce que tu avais dit que tu allais faire. C'est juste pour te rappeler. Quelqu'un qui est là. C'est comme à l'école, quand on allait à l'école. On te donne un TP ou on te donne un devoir. Si le professeur n'est pas là pour te demander le devoir, t'as pas envie de le rendre, t'as pas envie de le faire. Mais parce que tu sais que le professeur va me demander les devoirs demain quand je vais aller à l'école, c'est que ça te donne un peu cette motivation-là de faire parce que tu as des comptes à rendre à quelqu'un. C'est toujours bien parce que sinon, on peut toujours puiser cette envie-là à l'intérieur de soi. Par exemple, si tu sais pourquoi tu es en train de faire quelque chose, c'est parce que le pourquoi, c'est toujours un truc très important quand on veut faire quelque chose. C'est comme on dit, si ton pourquoi est fort, le comment va se manifester. C'est-à-dire que si tu veux réussir, si par exemple, mon pourquoi, par exemple, c'est ma mère, ok? Ça, c'est mon exemple personnel, c'est ma mère. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis en train de procrastiner, c'est à elle que je pense. Je me dis, merde, tu devais faire quelque chose parce que tu dois faire quelque chose de bien, parce que tu es reconnaissant envers ce que ta mère a fait pour toi et tu veux faire quelque chose de bien pour elle. Alors, à chaque fois que tu procrastines, c'est elle qui en pâtit, tu vois. C'est ça mon pourquoi. Pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je dois me réveiller le matin. Et pour ma fille aussi, pourquoi je dois me réveiller le matin, pourquoi je dois faire ce que je dois faire. C'est pour ces personnes-là qui sont tout autour de moi. Et à chaque fois que je baisse la garde, c'est ces personnes-là que je suis en train de nuire. Et c'est pourquoi là, c'est important. Si tu n'as pas une personne qui peut te tenir responsable de ce que tu avais dit, essaie de trouver un pourquoi qui est très fort, quelque chose qui te pousse, quelque chose qui te réveille, qui te motive. Dans un des épisodes qu'on a eu, bon, il faut aller voir. Là, on avait parlé de la zone de confort. Oui, je pense qu'on a parlé de la zone de confort, oui. Zone de croissance. Ouais, pourquoi il ne faut pas nécessairement quitter sa zone de confort, mais l'étendre. Ouais, c'est l'épisode avant celui-ci. Ouais. Alors, mon point 3, pour moi, c'est aventure. Oh. Aventure. Pourquoi aventure? Parce que je me suis rendu compte que à chaque fois que je dois faire quelque chose pour moi-même, le cœur est toujours lourd. Si je dois dépenser, par exemple, 200 ou 300 dollars sur moi, par exemple, pour faire quelque chose, j'ai toujours un cœur lourd. Mais s'il y a quelqu'un qui me demande de l'argent où je dois aider cette personne, c'est facile pour moi de le faire. Tu vois? Et je me suis dit, mais pourquoi? Même s'il faudrait peut-être faire un voyage, dépenser pour aller voir quelque chose d'intéressant, parfois tu te dis, c'est pas important, je vais pas peut-être le faire. Mais s'il s'agit de dépenser pour les autres, on peut facilement. Alors, pour moi, cette année, c'est aventure. C'est-à-dire que pense à tout ce que tu pourrais faire pour toi, personnellement. Des choses qui t'excitent, des choses qui te font vivre. Par exemple, aller voir des choses. Nous habitons dans des pays qui sont très beaux. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Il y a des endroits très intéressants autour de nous, mais que nous n'allons pas souvent voir, que nous n'allons pas souvent visiter. Il y a des choses que nous avons envie de faire, par exemple, c'est jeter en parachute. Mais on le fait pas. Pour moi, je me disais, cette année, aventure doit être le mot. C'est-à-dire, quelles sont les choses qui t'excitent que tu voudrais faire? Quelles sont les choses, là, par exemple, quand je parle de Jean-Marc, qu'est-ce qui te vient en tête? Quelque chose d'aventure. Alors, je vais te raconter une histoire qui va te faire rire. Hein. Je vais faire un commentaire sur ce que tu viens de dire. Ce qui me vient en tête, là, c'est aller faire du skydiving à Dubaï. Ça, c'est dans mon bucket list. Aller faire du skydiving à Dubaï. Voilà. Alors, j'en ai parlé à ma femme parce que je compte vraiment le faire. Elle me dit, oh non, on a besoin de... Faut pas mourir. Faut pas mourir. Moi, j'étais en train de penser à la même chose. Et je me dis, avant d'aller faire le skydiving, je vais déjà écrire mon testament. Je vais laisser mon testament, tu vois. Je vais laisser mon téléphone avec tous les mots de passe, tous les passeports de banque et comme ça. Je vais laisser ça. Je vais aller parce que si quelque chose m'arrive, ça va. Vous avez accès à tout ce qu'il y a à moi. Mais sinon, ce sont ces sensations. Et en 2025, c'est important que nous puissions avoir des sensations fortes.
ok, d'aventure. Ça veut dire quelles sont les choses que tu aimerais vraiment faire à l'intérieur de toi. Ouais. Peut-être ce sont des choses parfois qui ne te demandent pas de l'argent. Peut-être c'est juste aller escalader une montagne. C'est peut-être aller faire du camping dans la jungle. Oui, sans vouloir t'interrompre, avant que tu n'oublies, parce que tu as parlé, et j'étais en train de sourire tout à l'heure quand tu parlais du fait que quand quelqu'un te demande de l'argent, 100 pounds, c'est facile pour toi de donner, mais quand il s'agit de te faire plaisir à toi, tu sens un peu le cœur lourd. Ça m'arrive aussi, hein. C'est pour ça que je souriais quand... Non, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde parce que on fait toujours passer les besoins des autres avant nous. Ce qui n'est pas nécessairement mal, mais en même temps, on oublie de vivre, tu vois, parce qu'il n'y a rien, il y a rien de matériel qu'on peut acheter qui peut compenser les expériences de la vie. Il n'y a rien. Je peux acheter un téléphone à 1000 pounds. Après quelques jours, ça devient quelque chose de normal, n'est-ce pas? Mais je continuerai à te raconter le voyage que j'ai fait en Chine, par exemple. Je continuerai à te raconter le voyage que j'ai fait en Islande, ce que j'ai vu, les volcans que j'ai vus, les icebergs que j'ai vus. Ça veut dire que les expériences sont plus importantes que les biens matériels. Mais on le priorise pas vraiment dans ce sens-là. C'est très important d'avoir, de planifier des aventures. C'est-à-dire que chaque mois, qu'est-ce que tu peux faire d'aventurier? Quoi? Pas d'aventurier. Comment je vais dire ça? Qu'est-ce que tu peux faire d'aventure? Quelle aventure que tu peux faire chaque mois? Allez, tu sais, j'ai rencontré quelqu'un qui vit en Angleterre, qui est né en Angleterre, mais qui n'est jamais allé à Londres. Il vit en province et il n'est jamais allé à Londres. Tu t'imagines? C'est-à-dire qu'il n'est jamais sorti du pays, mais il y a des endroits qui sont intéressants dans le pays, mais qu'il n'est jamais allé visiter. Et même en Afrique, c'est la même chose. Tu vas voir des gens qui vivent à Kinshasa, qui n'ont jamais été à Matadi, qui n'ont jamais été à Lubumbashi, par exemple. C'est-à-dire que cette année, prenons ça comme aventure. Essayons d'insérer l'aventure dans nos vies de chaque jour. C'est vrai, à la fin de l'année, peut-être qu'on ne va pas accomplir grand chose, mais au moins, on aurait eu des aventures, des expériences qu'on va se rappeler. Parce que ces expériences-là que l'on vit, ça reste marqué en nous. Je peux pas te dire tous les téléphones que j'ai eu dans ma vie. Je peux pas te dire tous les ordinateurs que j'ai achetés dans ma vie. Je m'en rappelle même plus. Je peux pas te dire les habits, les baskets que j'ai achetés. Je m'en rappelle plus. Mais toutes les aventures que j'ai eues dans ma vie, je peux te raconter les histoires. Comment c'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça crée cette émotion. Ça crée cette émotion en nous qui reste à vie. Et c'est très important d'avoir des aventures cette année. Oui, je suis d'accord avec toi. Quand tu parlais, bon, je sais que je ne suis pas supposé faire ça. Et avec l'intention de répondre, j'essaye vraiment de ne pas le faire parce que c'est pas une bonne chose. Il faut être présent quand quelqu'un parle. Mais quand tu parlais, il y a des idées qui me passaient par la tête. Créer des histoires mémorables, créer des souvenirs mémorables. Non, pas seulement pour toi, mais pour les gens qui sont importants. Tu es en couple, par exemple, tu crées des histoires mémorables. Si tu as une famille, tu crées des histoires mémorables pour ta famille parce qu'ils vont s'en rappeler. Si tu as un petit garçon ou une petite fille, elle va s'en rappeler toute sa vie. Mais si tu lui achètes un jouet, dans le même sens que tu disais, elle peut oublier le jouet quand elle aura 5 ans, quand elle aura 10 ans, oui. Mais elle va toujours se rappeler. Moi, je me rappelle encore, mon père me prenait m'amener à la plage. Il aimait beaucoup nager. Il m'amenait à la plage, au bord du lac. Ça, je peux pas oublier. J'avais peut-être 4 ans, 5 ans. Mais non, j'ai grandi, je peux pas oublier ça. Chaque fois qu'on allait en randonnée, parce qu'il m'a initié un peu au scoutisme. Chaque fois qu'on allait en randonnée dans une forêt pour découvrir les noms des arbres, j'avais peut-être moins de 10 ans, mais je m'en rappelle aujourd'hui. C'est une aventure. Parce que l'intensité émotionnelle attachée à une expérience est plus grande que l'intensité émotionnelle attachée au matériel. Ça veut dire que tu peux acheter tout ce que tu peux acheter aux enfants, à ton partenaire, aux amis. Ça ne va jamais compenser l'expérience que vous vivez. Je me rappelle, en 2019, on est allé à Paris. Je suis allé à Paris, j'ai rencontré des amis à moi qui vivent à Paris. Il y avait un ami qui était venu de Kinshasa aussi à Paris. Ça veut dire que je suis resté pendant 3 ou 4 jours avec eux. On est sorti, on a mangé, on a fait des choses. Mais ce que je me rappelle le plus,
c'est que nous sommes allés, nous trois, à la Tour Eiffel. Nous sommes montés dans la Tour Eiffel. On a fait la visite de la Tour Eiffel ensemble. Et c'était la première fois pour nous trois. Et cette expérience, parfois quand on se parle au téléphone, on parle de ça. Mais on ne parle pas de là où nous sommes allés manger ou ce qu'on a acheté quand on était à Paris. Et je me rappelle même plus ce que j'ai mangé quand j'étais à Paris. Mais je sais que cette expérience-là, c'est que nous avons fait ensemble. C'est très important d'inclure les expériences dans la vie. Et c'est aussi plus important, comme tu as dit, d'inclure la famille dans des expériences comme ça, parce qu'on se rappelle, là, tu racontes l'histoire de ton père. Il faut faire en sorte que tes enfants racontent des histoires sur toi aussi. Et ils peuvent pas raconter des histoires. Tu sais, mon père m'avait acheté un jouet de Batman. Il n'a peut-être même pas pensé à ça. Donc, il va raconter, mon père m'a amené skier, mon père m'a amené mon père m'a appris à conduire, par exemple. Nous sommes allés conduire le quad motors. Nous avons fait ceci, nous avons fait cela. C'est-à-dire l'intensité émotionnelle attachée aux expériences. C'est ça qui doit être notre objectif pour 2025. Oui. Une autre chose que je voulais ajouter, c'est vrai que les aventures dont tu parles là, dans ta conception des choses, consistent pas nécessairement à acheter des biens matériels. Ce que je peux dire, moi j'ai eu une aventure récemment dans le sens justement d'acheter les biens matériels et pour me faire plaisir, tu vois. J'ai eu envie d'avoir un plus grand piano professionnel parce que j'aime la musique. Et quand j'ai pris la décision d'acheter ce piano là, ma femme m'a dit mais c'est bien, fais-toi plaisir. Et je me suis fait plaisir. Je te dis aujourd'hui, je regrette pas d'avoir fait ça parce que c'est quelque chose que je veux pas oublier. Et aujourd'hui, je deviens un maestro. Piano comme Mozart. Mozart, je veux oublier ça. Je veux pas oublier que c'est à cause de la décision que j'ai prise. Bien sûr, c'est pas une aventure comme voyager. Cette aventure ou bien cette décision consiste à acquérir quelque chose de matériel. Mais avec cette chose matérielle, tu peux créer des aventures, tu peux créer mais en réalité, parce que ça te rend fier de toi. Quelque chose, c'est un hobby pour toi, c'est quelque chose que tu aimes faire. Tu vois, tu as investi dans ça. C'est ça, les aventures aussi. Tu peux pas, l'aventure, ce n'est pas quelque chose qu'on te force de faire. C'est des choses qui t'excitent, des choses que tu veux faire pour toi. Mais parfois, que tu ne te donnes pas la permission de faire. Parfois, certaines choses ne coûtent pas de l'argent. Certaines choses te coûtent de l'argent pour les accomplir, mais d'autres pas. Donc, l'idée, c'est de faire quelque chose qui nous rend fiers et des choses qui créent cette intensité émotionnelle qui nous marque. Et c'est important. Si tu peux faire une chose chaque mois, quelque chose, l'aventure, c'est peut-être aller camper. Aller camper, ça va rien te coûter. Peut-être une tente, escalader une montagne. Il y a certaines personnes qui vont peut-être, je sais pas moi. Donc, des choses qui t'excitent dans la vie. Dans ces choses-là qu'il faut inclure pour avoir une année accomplie. Ouais, c'est intéressant surtout. Hein. Ouais. Une année de légende. Oui, parce que parfois on a toujours tendance à penser, ok, j'ai accompli mes objectifs de l'année. La première idée quand on entend ça, on se dit c'est l'argent, c'est le succès professionnel. Exactement. On oublie les autres aspects importants de la vie. On oublie l'aspect santé, on oublie l'aspect relation. Et justement sur l'aspect relation, je voulais faire un petit commentaire. L'aspect relation ne comprend pas seulement les amis, c'est aussi la communauté autour, la communauté qu'on crée. Comme là, par exemple, on est en train de créer ce podcast. C'est pour la communauté, les personnes qui nous suivent. Il faut penser à eux parce que c'est des gens aussi qui sont comme nous. Parfois, quand on fait une vidéo, on oublie qu'on parle aux gens. Même si on les voit pas, même si on n'interagit pas avec eux, on oublie que c'est une communauté de personnes qui nous suivent et qui nous écoutent. Et on peut rencontrer. Ils nous voient, ils nous connaissent, mais on les connaît pas. Exactement. Donc, c'est pourquoi on se réveille chaque matin pour créer ce podcast. C'est pour eux. On le fait. On fait des recherches, qu'on prépare des podcasts. On le fait pour eux. Ça veut dire que cette communauté que nous sommes en train de créer, cette communauté que nous sommes en train de grandir ensemble avec, ça veut dire que on a toujours cette pensée derrière la tête pour eux dans tout ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, c'est essentiel. Alors, tu veux que je parle de mon point? Ouais, le 4e, c'est quoi? Mon 4e point, c'est le faire du multitâche multimodal. Multitâche multimodal. Avec des gros mots aujourd'hui, hein. Vas-y. Non, j'ai découvert ça sur YouTube.
J'ai vu ça. Il y a un YouTuber qui a parlé de ça. Ouais. Bon, je peux faire sa promotion, mais s'il regarde, il va se reconnaître. Mais il parle de multitâche, multimodal. J'ai trouvé l'idée intéressante. C'est pas mon idée. C'est pas mon idée. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, pour être productif, si tu as beaucoup d'objectifs à atteindre, par exemple, apprendre, mais aussi faire le decluttering, tu vois un peu. Si tu dois faire les deux à la fois, tu peux faire du multitâche multimodal. Donc, tu peux, par exemple, être en train de faire le ménage, mais en même temps, tu apprends en écoutant un podcast, tu vois. Mais tu peux appliquer ça sur plusieurs autres aspects. Par exemple, quand tu conduis pour aller au boulot, tu peux faire tes appels. Au lieu d'attendre d'arriver au bureau pour faire tes appels, tu peux mettre en place un système où, pendant que tu conduis, faire attention à ne pas faire d'accident. Faire des appels en... Non, c'est un exemple qui m'arrive. J'appelle sans tenir mon téléphone. Tu vois, je suis seul avec ma voiture et je mets en mode haut-parleur, j'ai mes écouteurs, mon attention est sur la route, mais je fais des appels, tu vois. Bon, ça c'est une parenthèse, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, hein. Mais l'idée c'est de trouver deux choses qui ne nécessitent pas un focus à 100% de ton attention. Donc tu peux écouter un podcast tout en faisant le ménage. À la fin, tes objectifs, l'objectif d'apprentissage et puis l'objectif de decluttering, comme tu l'as mentionné. Donc, ça doit pas, c'est comme tu as dit, ça doit être deux choses qui ne te demandent pas ton attention à 100%. Et ouais. Donc, voilà, moi j'aime ça aussi, je le fais souvent. Et d'ailleurs, c'est ce qui me donne même le plaisir parfois de conduire de longues distances. C'est parce que je peux écouter des podcasts, je peux écouter de cours parfois, audio, ou je peux des livres. Il y a des livres audio, par exemple, qui sont intéressants aussi à lire comme ça. J'aime ça, mais nous, les hommes, ne sommes pas vraiment multitâches. Il faut vraiment bien faire le choix, hein. Il faut vraiment choisir qu'est-ce que je peux faire au même moment. Moi, par exemple, la fois où je fais le multitâche, c'est quand je mange. Quand je mange, je regarde toujours un film. C'est ce que je fais, en fait. Parce que si je ne mange pas, je n'ai pas le droit de regarder le film. Je suis peut-être en train d'étudier ou de travailler sur des projets. Donc, mon excuse à moi pour avoir une distraction, c'est quand je mange. Donc, quand je mange et je me suis autorisé, je ne fais pas quelque chose de productif. Donc, je me distrais, je regarde la télé, je regarde un film ou je regarde une série et je suis en train de manger. C'est tout ce que je fais. Les seuls moments, à part le match, le seul moment où je regarde la télé ou les séries, c'est quand je suis en train de manger. Les autres temps, c'est des choses qui sont plus productives pour moi. Donc, ouais. Donc, j'aime ça. J'aime cette idée-là. Multimodal, multitâche. Multitâche, multimodal. Ah, multitâche, multimodal. C'est le terme qu'il a utilisé. Moi, je fais une traduction, hein, de au français. Ouais. Yeah. Parce que Wow. je suis en train d'essayer. Tu dis? Je suis curieux de savoir qu'est-ce qui te fait procrastiner. La recherche démontre que ce sont des gens intelligents qui procrastinent. D'abord, ça c'est un point. C'est les gens vraiment intelligents qui procrastinent. Parce que quand on essaie de faire quelque chose, on a un cerveau qui est super intéressant, qui commence à réfléchir à autre chose, à quelque chose d'autre. Et à un moment, on va arrêter ce qu'on est en train de faire et on va aller s'occuper d'autre chose. Un autre deuxième point, c'est on procrastine souvent, c'est parce que la grandeur de la chose que nous devons accomplir, parce qu'on se projette sur tout le travail qu'il y a à faire et notre cerveau n'a pas envie de faire ça. Et il trouve d'autres raisons pour s'amuser, parce que le cerveau aime s'amuser, il n'aime pas travailler, il aime s'amuser. C'est pourquoi tu vas voir les gens scroller TikTok pendant des heures. Mais si les mêmes personnes là, si tu leur demandes de faire quelque chose de productif pendant 15 minutes, ils s'ennuient, parce que le cerveau n'aime pas ça. Donc, il y a beaucoup de raisons. On peut explorer ça à notre prochain épisode. Oui. Ouais, je crois que la dopamine a quelque chose à voir avec ça, mais on peut justement explorer. Je me dis aussi que certaines personnes procrastinent probablement parce que ils se disent que peut-être qu'ils sont pas à l'aise avec la tâche. Ouais, c'est comme je dis, la grandeur de la tâche. Parfois, quand on imagine déjà que, oh ouais, pour que je puisse écrire cet essai de 4000 mots, qu'on me demande à l'université, je dois m'asseoir, je dois lire peut-être 10 à 15 livres pour écrire un essai. C'est-à-dire qu'on imagine la grandeur de la tâche, on se dit déjà, on va pas l'affronter, tu vois. Et
ouais, c'est pourquoi il faut plutôt oublier la grandeur de la tâche et se focaliser sur le résultat final. Qu'est-ce qu'on essaye d'accomplir? Ça veut dire que si je veux aller, par exemple, disons que j'ai un voyage en famille prévu, par exemple, aux Bahamas. OK? Et je ne vais pas commencer à réfléchir, ouais, je dois prendre une voiture ici, arriver à l'aéroport, je dois passer la sécurité de l'aéroport, je dois monter dans l'avion, je dois lever les chaussures, et après, il faut descendre, c'est 8 heures de vol, après, il faut marcher, il faut trouver un hôtel. Ça veut dire que si tu commences à te focaliser à tout ça, tu vas peut-être pas vraiment vouloir partir. Ouais. Mais c'est plutôt se focaliser sur les résultats finaux. Je suis dans les eaux bleues de Bahamas. C'est beau. C'est là où je suis en train d'aller. Je vais me relaxer. Donc, c'est mieux de se focaliser sur le résultat final que tout ce qu'il y a entre ici et les résultats finaux. C'est un point important. Focaliser sur le résultat final. J'ajouterais aussi se focaliser sur les étapes qui arrivent, les petites étapes qui conduisent au résultat final. Parce que quand tu regardes le big picture, quand tu regardes l'immensité de la tâche à accomplir, peut te décourager. Mais quand tu découpes la tâche en petites tâches, genre pour arriver aux Bahamas, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir un passeport, il faut demander le visa, il faut aller à l'ambassade. Donc, quand tu découvres ça, tu dis, OK, j'ai un passeport, il est là, OK. Maintenant, demain, je vais à l'ambassade. En fait, tu y vas étape par étape. C'est comme ça que tu peux arriver à atteindre cet objectif sans être décoché. Ouais. Restez tuned alors pour le prochain épisode, Procrastination, avec Jean-Marc. Au point 4, c'est apprendre quelque chose de nouveau. Apprendre quelque chose de nouveau. Peu importe, mais apprendre quelque chose que tu ne savais pas avant. Peut-être c'est jouer la guitare pour toi. Peut-être c'est le piano comme Jean-Marc. Peut-être que c'est la flûte. Peut-être que c'est apprendre les médias sociaux, comment est-ce que ça fonctionne. Peut-être apprendre le marketing en ligne. Peut-être apprendre à parler une langue que tu ne parles pas. Peu importe, mais que ce soit une chose que tu ne savais pas avant. Peut-être que c'est nager. Peut-être que c'est nager. Peut-être que c'est comment jouer, par exemple, au chess. Moi, par exemple, cette année, j'ai commencé à jouer aux échecs, au chess. Et c'est quelque chose qui me plaît. Et je joue presque chaque jour. Maintenant, là, tu peux jouer avec le téléphone. Je le fais presque chaque jour parce que c'est d'abord un jeu qui te pousse mentalement à réfléchir. C'est un jeu de stratégie. Et c'est un jeu que beaucoup de gens recommandent d'ailleurs, même dans le monde de business, dans le monde vraiment des gens très avancés. Ce sont des choses comme le poker, le chess. Ce sont des jeux qui te font réfléchir, même dans la vie. L'impact du jeu, ça découle aussi dans d'autres aspects de ta vie. Et c'est quelque chose que j'ai commencé cette année, par exemple. C'est-à-dire qu'une chose que tu savais pas faire avant, mais que tu le fais, ça peut être juste un petit truc. Parce que parfois, les gens veulent faire des grandes choses, mais un truc que tu ne savais pas faire avant. Mais qu'aujourd'hui, tu te décides, OK, cette année, je vais apprendre peut-être à jouer aux dames, ou peut-être je vais apprendre à jouer je sais pas moi, à la flûte. Je sais pas des exemples qui me viennent en tête, mais essayer d'apprendre quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. Peut-être faire du montage vidéo, peut-être apprendre les applications sur l'intelligence artificielle, peut-être apprendre, je sais pas moi, comment la politique fonctionne, essayer d'apprendre quelque chose de nouveau. Parce qu'il est démontré que une petite chose qu'on apprend, notre cerveau, c'est, je sais pas comment le dire en français, notre cerveau augmente en productivité, plus nous ajoutons de choses. Parce que quand on apprend quelque chose de nouveau, il y a de nouvelles connexions qui se créent dans nos cerveaux. Et ce qui fait que plus tu ajoutes, plus tu as des connexions qui se créent dans ton cerveau et qui fait bien fonctionner ton cerveau. Donc, essayer d'apprendre quelque chose. Peut-être jouer à la guitare, je sais pas moi. Peut-être écrire des romans. Peut-être, je sais pas, créer des vidéos. Mais essayer d'apprendre quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. Ça, c'est mon point 4. J'aime beaucoup ton point 4. Cette année, j'ai décidé d'apprendre un peu plus de neurosciences. Tout le monde s'intéresse à l'intelligence artificielle. Tout le monde peut parler de machine learning. Je trouve ça très bien, intéressant. Mais moi, je commence à m'intéresser plus à l'intelligence humaine. Beaucoup ne se sont pas trop intéressés à ça. Comment le cerveau fonctionne, comment on est motivé, qu'est-ce qui motive nos actions, qu'est-ce qui nous pousse à ressentir des choses, qu'est-ce qui différencie
une personne qui parle sans se référer aux notes, d'une personne qui parle avec des notes. Il y a des gens comme ça qui ont besoin de leurs notes pour parler. D'autres, ils parlent normalement, ils sont structurés dans leur cerveau. Moi, ce qui m'intéresse cette année, c'est vraiment ça. Juste pour compléter à ce que tu viens de dire, intelligence humaine, comment le cerveau fonctionne, ça m'intéresse. Et autre chose que j'ai commencé à apprendre, c'est le filmmaking. J'ai trouvé ça intéressant pour faire des films. Peut-être que je pourrais changer de carrière. Qui sait, peut-être en essayant d'apprendre quelque chose de nouveau, peut-être c'est ça qui va déterminer la prochaine direction de ta vie, la prochaine direction où tu dois aller. Mais c'est simplement quelque chose qui t'intéresse, quelque chose qui t'excite. Tu te dis, OK, ça va, je vais apprendre ça, je ne savais pas avant, mais je vais apprendre. Mais on ne sait pas où est-ce que cette connaissance va nous amener. Bon, moi, c'est tout ce que j'avais comme point. Hein. J'avais 4 points. J'avais 4. Je voulais parler d'un autre point, mais je préfère ne pas en parler parce que tu as fait mention de ça. C'était quoi? C'était quel point? Non, c'est bon. C'est bon. Tu as fait allusion à ça. C'est pas un point comme tel, mais tu as fait allusion à ça dans les commentaires. Donc, d'accord. OK. Alors, on va conclure alors, mais en disant une chose à la fin, c'est que on doit évaluer. C'est comme on a parlé avant, on a dit quelque chose où tu ne peux pas avancer si tu ne fais pas ta propre évaluation, parce que tu dois savoir où est-ce que tu es, où est-ce que tu vas. Un bateau qui quitte un port, un bateau n'a jamais quitté un port sans savoir où est-ce qu'il va. Peu importe qu'il ne voit pas le port là où il est en train de partir, peut-être à 95% de son trajet, le bateau ne verra jamais le port où il est en train de partir. 95% du trajet. 85% pour ceux qui parlent l'autre français. Ah ouais, 95%. Le français suisse et belge. Ouais, nous sommes des Belges. Ouais. Donc, un bateau ne verra jamais sa destination. C'est-à-dire que 95% de son trajet, plus de 95%, les bateaux ne verra jamais le port de destination. Mais au moins, il sait où il est en train de partir. C'est un exemple qu'on peut prendre dans la vie. Quand on a un objectif, on n'est pas obligé de voir se réaliser du jour au lendemain. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Mais aussi longtemps que nous allons dans la direction du port d'arrivée, nous savons que nous allons l'atteindre. Nous pouvons nous arrêter quelque part, nous pouvons nous arrêter à certains ports à un moment de la vie, mais à la fin, nous allons à un port précis. Et c'est important de faire cette évaluation dans le sens où essayons de prendre notre vie en entière, c'est-à-dire tous les aspects de notre vie, notre relation, notre carrière, notre, je sais pas, notre milieu santé social, la santé qu'on sort. Essayons de prendre tous les aspects de notre vie, essayons de mettre ça ensemble et sortir un score. Par exemple, de 1 à 10. 10 étant, on a une vie excellente. Et 1 sera, on a une vie terrible. C'est-à-dire que si on prend tous les aspects de notre vie de cette façon-là, le mélange, on doit sortir un score. Par exemple, si toi, tu dois le faire, Jean-Marc, quel serait ton score? Tu prends tous les aspects de ta vie, carrière, santé, amis, finances, éducation, tu prends tout, tu les mélanges. Donne-moi un score de 1 à 10. Alors, j'ai fait cet exercice au début de l'année avec un outil qu'on appelle The Wheel of Life qui te permet de voir un peu. Je peux pas te donner un score de manière générale, mais je peux te donner des scores pour chaque aspect. Donc, ça te donne, par exemple, pour la santé, par exemple. Non, mais ne me donne pas de score maintenant pour, peu importe, tu as tout le score pour chaque aspect. Donne-moi juste, imagine, c'est pas un score précis qu'on est en train de chercher, mais où est-ce que tu peux te situer si tu mélanges tout le score de 1 à 10? Oui, si je fais la moyenne, je dirais 6. Okay. Peut-être on a pensé par exemple aux relations, les amis, on a enlevé un point. Quand on a pensé peut-être à la santé, on a enlevé un point. Et à la fin, on s'est dit, OK, on est à 6. Ça veut dire que maintenant, l'objectif, c'est de se focaliser à ces aspects-là qui enlèvent le point à notre score. Parce qu'on n'a pas une vie terrible, mais c'est simplement certains aspects de la vie. C'est-à-dire que quand on va arriver à la fin de cette année 2025, si le score est à 6, l'objectif, c'est peut-être d'amener ce score-là à 7 ou à 8. Ce serait déjà un win. Ce serait déjà gagner quelque chose si on peut amener ce score-là à 7. Je ne pense pas qu'on pourrait amener le score à 10. Parce que nous sommes des êtres
on aspire toujours à des choses. On peut arriver à un certain moment, on voudrait encore plus. Mais si Ouais. on peut amener le score à 7, à 8 ou à 9, ça serait déjà une bonne chose. Mais comment on peut le faire? Cette identification, savoir quels sont les aspects qui sont en train de réduire notre score. Quels sont ces Ouais. aspects-là qui sont en train de réduire notre score? Et ce sont les aspects que nous devons nous focaliser. Ouais. Juste pour aider, pour compléter avec quelque chose de plus pratique, pour compléter ton idée, ce que j'ai identifié, ça peut peut-être inspirer quelqu'un. J'ai identifié 3 aspects sur lesquels j'ai décidé de travailler cette année. Premier aspect, deuxième aspect, troisième aspect, relation. Maintenant, dans l'aspect carrière, il y a des scores, il y a des aspects où j'ai eu des petits scores. Croissance et finance. Non, c'est vraiment l'aspect carrière. Bon, je n'étais pas satisfait pour les finances. Personne ne sera jamais satisfait. Même le milliardaire. Même les milliardaires ne sont jamais satisfaits par rapport à leur. Mais c'est une question de se dire, OK, quel est le montant qui va me permettre de dire que j'ai une certaine liberté financière? Quel est le montant qui va, par exemple, permettre de prendre une année sabbatique sans travailler et bien vivre? Ou quel est le montant qui va me permettre de rester 2 ans sans travailler? C'est des objectifs comme ça que je me dis, je peux me fixer ça et je me dis, voilà le montant que je peux mettre de côté en épargne. Et voilà ce que je dois faire en termes de travail pour générer ce montant. Et puis, par rapport à la mission, là, je parle juste de l'aspect carrière. Par rapport à la mission, je me fixe une mission. Je me dis, OK, voilà, il y a une mission pour chaque aspect. Je veux être le meilleur papa du monde. C'est une mission. Je veux être le meilleur coach de ma génération. C'est une autre mission. Je veux, peu importe la mission, tu te fixes cette mission-là et puis tu mets un score. Ça, c'était le premier aspect carrière. Aspect santé. Quand j'ai fait l'évaluation, aspect santé, c'était vraiment pas très satisfaisant, tout côté bouger, parce que j'ai un travail assez sédentaire. Je passe beaucoup de temps au bureau. Et donc, je me suis fixé comme objectif de bouger plus, d'aller plus faire du sport, mais aussi de nourrir mon esprit et mon mental par des choses qui me fortifient. Que la santé, c'est pas seulement le corps, il y a l'âme et l'esprit. Vraiment des objectifs qui me permettent de grandir sur tous les 3 aspects de ma santé physique, spirituelle et mentale. Et puis, le troisième aspect, très important, les relations. La famille, les amis et la communauté. Pour la communauté, tu sais, on est en train de créer cette communauté-là. C'est vraiment donner le meilleur de nous, partager nos expériences pour qu'ils s'en inspirent. Et voilà, c'est un des objectifs que je me suis fixé. Et puis les amis, et des personnes qui t'aident à grandir, mais que tu aides aussi. Moi, j'ai perdu beaucoup d'amis en 2024. Donc, je dois me faire d'autres amis en 2025. C'est ça. Donc, créer des relations qui sont mutuellement bénéfiques, où tu bénéficies de ça et bénéficies aussi de toi, pas des profiteurs. En tout cas, cette année, si tu es Les profiteur, ménages. je fais le ménage. Tous les vampires du temps, tous ceux qui se plaignent à tout bout de champ, vous êtes revenus. Si vous suivez... Tu viens avec des menaces en 2025. Non, c'est pas une finance, c'est juste une info que je leur passe. Ils ne changent pas, c'est leur problème. Ouais, genre, l'épisode, je crois qu'on a tout dit. Merci pour nous avoir suivis et on se voit à la prochaine fois, déjà la semaine prochaine, où on va parler de la procrastination et comment sortir de la procrastination. Merci Jean-Marc, je pense que l'épisode était très intéressant. Merci David.